Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Collection Criminologie, dirigée par Robert Cariou. La criminologie apparaît comme un champ pluri- et transdisciplinaire de connaissances, d'investigation, d'expertise et de traitement qui peine à être reconnu en France. Principalement mise en œuvre dans le domaine de la prévention, elle occupe également, au cas d'échec, une place prépondérante dans le procès pénal. Plus largement encore, la criminologie contribue à la restauration psychologique et sociale des protagonistes, dans l'endroit comme dans l'envers du crime. Dans de nombreux pays, la discipline fait l'objet d'enseignements, de recherches et d'applications à la mesure de la complexité du phénomène criminel qui la nourrit. Dans d'autres encore, la profession de criminologue s'inscrit en totale harmonie avec les métiers de la justice, de la médecine, de la psychologie et du social. La présente collection ambitionne de rassembler des ouvrages scientifiques et des travaux de terrain, appuyés tant sur les théories dominantes que sur les bonnes pratiques en agressologie ou victimologie, à l'intention de publics variés, étudiants, enseignants, chercheurs, magistrats, praticiens de toutes disciplines confrontés aux problématiques délinquantes, citoyens épris de justice. Derniers ouvrages parus, page V. Tournier, La naissance de la contrainte pénale, Jimote Difalis, dire, du sens de la peine. Traité de sciences criminelles, 2.1. R. Cariou, Victimologie. De l'effraction du lien intersubjectif à la restauration sociale, 4 édition 2012, 2.2. R. Cariou, Sylvie Ruiz-Vera, Droit est des victimes. De l'oubli à la reconnaissance 2015, 4. R. Cariou, Introduction aux sciences criminelles. Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 6 édition 2008, 8. R. Cariou, Serossi, Justice restaurative. Principes et promesses, 3 édition 2020 en préparation. Controverse, R. Cariou, dire, Les rencontres détenues victimes, l'humanité retrouvée, F. Rognon, B. Démier, dire, Punir, guérir, restaurer, J. Jolivet, De la punition à la réconciliation, G. Arandel, pour une criminologie interculturelle. 5. Également la collection Sciences criminelles, H. Arbousset, Lacroix et B. Steinmetz, dire, Risques, accidents et catastrophes. Liber Amicorum en l'honneur de Madame le professeur Marie-France Steinle-Feuerbach, Y. Sequeiro, La gouvernance nodale du réseau de sécurité locale, NY. Doumbia, Le maintien de l'ordre en Côte d'Ivoire. Série Champ pénitentiaire, P. Mebanzoulou, M. Herzog Evans, S. Courtine, dire, Insertion et désistance, P. Mebanzoulou, F. Dieu, dire, Administration pénitentiaire et justice, H. Edili Asma, Sciences et pratiques pénitentiaires en France. 19 et XX accent grave siècle, P. Mebanzoulou, P. Potier, dire, Santé et justice, S. Jacopin, J.M. Laralde, dire, Le droit aux visites des personnes incarcérées, R. Chazot, F. Violet, La souffrance en prison. Dédicace. À Perrine et Victor. Exergue. Dans tout ce qui est de l'ordre du témoignage, il y a engagement du sujet. Jacques Lacan, Les psychoses. Préface. L'ouvrage d'Yves Gérin est tout à fait représentatif des problématiques éthiques et cliniques qui travaillent une forme de présence psy, dès lors que les missions attribuées à des soignants s'offrent dans un cadre institutionnel a priori dédié aux injonctions répressives d'une sanction et d'un souci omniprésent, la prévention de la récidive. Que ces soignants soient psychiatres ou psychologues, que les intervenants exercent dans le registre du soin ou de l'éducatif, ou de la surveillance, une même crise de légitimité devient évidente dans ce qui s'organise en termes d'accompagnement, de proximité, que cela traite de la veille ou du soin. Que devient le sujet, la personne dans son histoire, sa construction subjective, quand s'exige une forme de normalisation dont sont attendues des preuves pertinentes? Cette crise de légitimité est double. Elle émane autant du patient contraint, ses usagers involontaires, que des intervenants dédiés par leurs compétences a priori. Une thèse se poursuit et se réécrit, celle de l'ouvrage publié en 1997 sur la question du soin en psychiatrie, souffrance et psychose, psychopathologie sociale clinique. Le cadre change, la thèse demeure permanente, mise en crise permanente des limites et seuils de compétences. C'est l'analyse et le récit qui vont être donnés à entendre dans cet ouvrage sur la clinique des agresseurs sexuels, au défi du dispositif pénal. Une analyse parce que l'auteur n'a de cesse de repenser une éthique d'intervention,
récit parce que les exemples sont sans cesse présents tant du côté soignant que soigné, de ces moments intrusifs, d'effraction et de stupeur, d'impuissance ou de colère. L'ouvrage rencontre d'autres écrits éducatifs sur la sanction, et instruit à côté de ceux-ci une démarche générale sur la place que chacun professionnel se donne, prend ou qui lui est octroyée ou laissée. La posture se veut ethnographique et la méthodologie, de participation. L'ouvrage est également le récit tant critique qu'autocritique d'un parcours professionnel au sein de soins en institution pénale. Cadre omniprésent d'un avenir barré, dont les stigmates contiennent les formes handicapantes à venir. La méthodologie de l'auteur se construit en outre sur une inversion, en donnant la parole aux personnes incarcérées sur la base de l'enfermement auquel elles ont contribué. Elles parlent, qu'entend-on ? Où est le fil rouge ? Que viennent-elles balayer ? Que reste-t-il ? Comment survivre ? Que veut dire soigner ? Juger ? Favoriser le retour à l'intégration ? Infraction, crime, certes, mais au titre d'un objet de la plus haute intimité, la sexualité, trace indélébile d'une histoire et de ses avatars. Objet archaïque et actuel s'étant élaboré sur des modèles d'identification conflictuelle, il est héritage et trace, ce qui en a été fait à travers les aléas d'une histoire à jamais engendrée par des violences subies et agies de quelque nature que ce soit. Qu'entend-on par sexualité lorsque nous traitons des agresseurs sexuels, ou des auteurs d'agressions à caractère sexuel ? Le sexuel ne se confond pas avec la sexualité, et celle-ci n'est qu'une forme possible de l'histoire de celui-ci. Que le recours à l'acte ait pris le sexuel en otage ne veut rien dire d'autre que ceci. L'objet mis en étude, ce sont des pratiques historiques de soi, des autres et du monde, non seulement des comportements, mais des mises en scène injonctives. D'où cette autre question insistante dans le texte et que l'on rencontre dans bien d'autres problématiques. Est-ce le sexuel qui se radicalise ou la radicalisation se sert-elle du sexuel ? Otage ou bourreau ? Les réponses seront différentes selon que l'on cherche à traiter de la genèse d'une position ou la dynamique de fonctionnement d'un impératif. L'intervenant dédié, dans le contexte de sa mission, répond à quelle attente quand il suppose que l'absence de demande, dans le cadre socio-économique de l'offre et de la demande, ne dit rien d'une souffrance intrapsychique et transsubjective, dont le crime est l'issue. Un espace de crise se dessine entre une injonction faite au titre de la paix sociale, d'une normalisation socio-morale, dangerosité, récidive, vivre ensemble, mettant en scène immédiate un acteur criminel et son patrimoine cognitif, et l'offre de subversion des élans pulsionnels dont l'élation première inhibe tout changement à long terme. Une question est bien posée. Comment se garder de tout prosélytisme professionnel et de bavardage idéologique en œuvrant sur des cadres et contextes d'offres de changement ? L'aveu n'est plus la reine des preuves, et dans une même perspective la demande n'est plus une preuve de participation au changement. Ici l'offre se moque de la résistance éventuellement ou nécessairement rencontrée, parce qu'elle se tient dans une présence maintenue et n'attend de sa position aucune gratification ou des mérites. Le coût de cette présence maintenue, dans l'adversité ou non, exige que l'intervenant puisse lui-même en faire part à un tiers et se mettre en position d'être entendu. L'auteur s'attache à montrer et à développer cette hypothèse de travail. Il n'y a pas deux individus en face ou à côté l'un de l'autre, mais des contextes, des cadres, des systèmes d'appartenance plus ou moins ouverts ou fermés dont les limites tendent de façon permanente à s'évanouir. Cette thèse lui permet d'analyser dans un même ensemble les différents professionnels dédiés à l'œuvre de justice et aux effets de celle-ci. C'est par ce biais que se démontre au mieux comment et combien l'auteur, dit agresseur sexuel, remodèle et reformate ses interlocuteurs, rend explicite tous les travers possibles de ceux-ci, tous ces moments où l'un ou l'autre cesse de pouvoir supporter ce qu'il entend comme des pressions revendicatives et rationalise une position par un recours idéologique à la dignité disciplinaire subsumant toute autre approche ou au contraire en s'en faisant des alliés dans une guerre de tranchées. Le lecteur est ici confronté sans cesse à ce qu'il sait ou veut en savoir, de la problématique de la sanction et ou de la peine, des responsabilités et culpabilités quand elles sont judiciaires, psychologiques ou morales. Des questions renouvelées. De quoi thérapeutique est-il le nom ? Que veut l'accompagnement ? Que veut la dangerosité ? Que veut la défense d'un mis en examen ? Qu'exige le fait d'identifier un tiers comme prédateur ? Qu'exige le fait de n'être identifié que comme le prédateur, le pédophile, le violeur ?
Loïc Monsieur VILLERBU. Professeur émérite des universités, psychologue, psychocriminologue. Introduction générale. La réflexion se situe à partir de mon expérience de psychologue clinicien, psychothérapeute intervenant surtout auprès de sujets agresseurs sexuels, condamnés, en situation post-pénale de peine dite de probation. De multiples travaux de recherche, formation et échanges professionnels m'ont permis d'acquérir une expérience professionnelle significative, qui m'a conduit à interroger l'hypothétique appropriation d'une démarche qualifiée de psychothérapique à des sujets criminels sexuels, acteurs d'agression, socialement évocatrices de crise morale et d'horreur absolue. Le rôle de la réalité du milieu carcéral est bien sûr essentiel. Il soulève en aval des questions d'ordre méthodologique complexes où l'on retiendra la difficulté à associer le soin à la loi pénale, sa mise en application concrète, la référence privilégiée à la clinique. Il s'agit en effet de montrer comment l'exigence de la mise en pratique du soin psychique intègre décisivement des éléments de criminalisation ainsi que la présence d'un imaginaire de la victime. La spécificité de la démarche, la présence d'éléments socialement insoutenables, caractérise la réalité d'un traitement où l'on retiendra d'emblée l'idée selon laquelle le soignant n'est pas en présence d'actes qui seraient pour l'agresseur volontaires, rationnels et conscients. Toujours en dernier recours, d'ordre sexuel. C'est ce qui sera en ce sens la notion d'un traitement social et répressif dont le thérapeute devra, au fur et à la mesure de sa prise en charge, se distancier. Son positionnement par rapport au modèle judiciaire devenant alors plus complexe. Si l'attirance sexuelle est mortifère démesurée, préalable à l'acte d'agression sexuelle, semblait permettre la préservation de la possibilité d'un soin psychique. 1. L'intervention institutionnelle du clinicien-thérapeute soulève cependant des interrogations tout à fait fondamentales relatives à la spécialisation et réappropriation pénale. Des limites d'ordre théorique, éthique, méthodologique, fonctionnel et pratique s'imposent à l'évidence. Comment, pour le soignant, se positionner par rapport à la privation de liberté, à l'exigence de sévérité des peines? L'agresseur sexuel éprouve-t-il le besoin de parler, d'entreprendre une démarche de consultation, la nécessité de reconnaître une souffrance intime susceptible d'être écoutée et élaborée? Lui est-il possible de se démarquer d'une catégorisation judiciaire péjorative? Comment et à qui peut-il s'adresser, dans un contexte social hostile dont les intervenants judiciaires et psychiatriques constituent toujours la référence princeps? Si la violence extrême nécessitant le recours à l'acte paraît justifier l'intérêt réciproque des institutions soignantes et pénales, qu'en serait-il du patient, soumis à divers discours et impératifs politiques et sociaux contribuant parfois à le déshumaniser? Travailler avec un sujet incarnant un acte gravissime, devenu collectivement étranger, porteur d'une image monstrueuse, admet en effet la prise en considération d'une représentation collective stéréotypée, et aussi confuse, une dimension introduisant le risque non négligeable d'une perte de sens du travail de soins psychiques. Cerner ce que pourrait être l'éventualité d'une démarche psychothérapique adressée à l'agresseur sexuel nécessite ainsi l'approfondissement des conditions de possibilité et disponibilité de prise en charge de sujets pouvant évoluer dans le registre d'une destructivité sans limite. Sans doute devrons-nous préciser la réalité consensuelle d'un contrôle social, à propos de laquelle nous remarquerons que le travail des intervenants du champ psy, confrontés à la notion de récidive, ne saurait se situer dans une neutralité technique stricte. Soumis aux exigences de la commande sociale, ceux-ci mettront en œuvre des orientations et conceptions psychiques engageant certaines représentations de la sexualité, de la violence, ainsi que des effets inconscients de contre-transfert évocateurs de questions éthiques. Ne s'agirait-il pas de diriger les pensées d'un patient, voire le devenir d'une vie sexuelle très compromise? Traitement social, politique, médiatique, le soin psychique des agresseurs sexuels ne s'inscrirait-il par-delà proposition d'une voie de salut, dans le sens d'une régénération morale? Si l'ébauche d'un éventuel consensus professionnel paraîtrait s'esquisser, le développement d'une recherche évaluative et actuarielle, au service des institutions et organisations sociales et judiciaires, oblige néanmoins à apprécier certains risques de psychologisation, en même temps que la nécessité de préserver la consistance d'une perspective clinique et psychopathologique.
dont l'ouverture au processus de non-subjectivation de l'agresseur sexuel, à son expérience intime de la violence et de la souffrance de l'autre, resterait indispensable. Le soin psychique pourrait devenir rapport de force et d'autorité. Donc s'éloigner de la philosophie définissant l'éthique de toute relation thérapeutique, quelle qu'elle soit. L'envahissement tyrannique auquel l'agresseur sexuel n'échappe pas, ne relèverait pas du seul traitement moral, social et éducatif initié par l'ordre pénal, ainsi que de la seule confession, de la véridiction, selon Foucault II. Le soin psychique de l'agresseur sexuel ne se limitant pas à une simple pratique discursive, visant à la recherche préventive d'un savoir. Soin différent, le travail relationnel avec le patient y engage la puissance d'une dimension sociale et rééducative essentielle dont les acteurs, thérapeutes, doivent néanmoins toujours fondamentalement se distancier. Même si l'interférence avec ce qui est de l'ordre de la subjectivité de l'intime, de l'inconscient bien sûr, n'échappe pas à cet environnement extérieur toujours bien présent, lequel impose pratiquement et nécessairement des épreuves agencées par des dispositifs essentiellement répressifs. Si la spécificité d'un travail associant violence, pulsionnelle et sociale, est liée à des préoccupations, au sens large, psychothérapiques, la dimension préventive est attendue, toujours laborieuse, improbable, ajouterons-nous. Des lignes d'analyse différentes associent diagnostic, fixation d'une culpabilité traumatique, capacité d'un agresseur à parler à un interlocuteur le plus souvent imposé, puis à un autre niveau, permanence d'un contrôle social et judiciaire, évaluation pronostique de comportements rédhibitoires. Qu'attendre d'un sujet évoquant, parlant de lui, le désintérêt de soi-même? Comment situer le point de vue initial des agresseurs sexuels vis-à-vis d'une démarche mal connue, vis-à-vis d'un contexte où la prison joue toujours un rôle fondamental et inéluctable? Cerner la difficulté fondamentale d'entretiens approfondis avec des agresseurs sexuels condamnés, ne serait-il pas prendre en considération des transformations et perturbations profondes des conditions d'existence et donc de multiples conflits? Puis, de même, assumer la conséquence d'une confrontation tout à fait cruciale à un environnement social et judiciaire légitime, mais aussi eu égard au constat de l'acte de déshumanisation sexuelle, impitoyable, irréductible? La rencontre de psychiatres, psychologues, conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, magistrats sera intéressante. Elle nous apportera des éléments d'ouverture et d'approfondissement. Nous y verrons que les interventions professionnelles sont toujours, de facto, complexes et problématiques et il conviendra de les analyser. Les praticiens confrontés à un sujet, très souvent en retrait, dépourvu de culpabilité, devront intégrer des éléments liés à une abolition interne de la sexualité, mais aussi un point de vue relatif à la perception d'un dispositif essentiellement répressif et stigmatisant. L'identification professionnelle de celui qui reste, malgré tout, un usager ne peut en ce sens que répondre à des logiques différentes, antinomiques, paradoxales. L'accentuation de certaines tendances peut ainsi s'avérer favorable ou bien contradictoire aux soins. Nous aborderons dans la première grande partie la problématique générale de la réalité psychique des sujets agresseurs, les difficultés structurelles relatives à leur prise en charge, les divers effets de discours, juridicisation et psychologisation. Puis, dans ce contexte, la difficulté d'associer sexualité, souffrance, jouissance mortifère et perverse, constitutive d'une psychopathologie existentielle. Il s'agira donc essentiellement de retenir l'écoute et la parole de sujet. Donc de percevoir ce qui est essentiel, stigmatisation et relégation, dans le sens du renforcement de fragilité identitaire conséquent. La deuxième partie traitera des enjeux liés aux différents champs professionnels, thérapeutiques, sociaux, judiciaires. Davantage axés sur les multiples difficultés relatives à l'organisation des prises en charge et suivis, nous traiterons des limites du soin, de l'immixtion des pratiques pénales dans le soin, des effets de l'injonction. Psychologues, psychiatres, conseillers pénitentiaires d'injonction et probation, agents chargés du traitement pénal interviendront. L'avancée de ce travail nous conduira à poser la question épistémologique d'un soin en recherche de son rapport fondamental au psychique, au sexuel, in fine, à la clinique. Référence. Inciavaldini-A, Psychopathologie des agresseurs sexuels, Masson, Paris, 1999. De Foucault Monsieur,
Naissance de la biopolitique, cours au Collège de France 1971 à 1978, EHESS, Paris 2004. Première partie discours, paroles, psychopathologie, psychologie clinique et sociale des sujets, agresseurs sexuels. Introduction de la première partie. Le sujet agresseur sexuel face au sacrifice impliqué par la condition pénale. Le sujet agresseur sexuel éprouve tout au long de son parcours pénal l'expérience d'une difficulté générale à vivre et intérioriser discours, pratiques, représentations sociales, souvent selon lui perçues comme impitoyables. Le regard adressé à sa subjectivité, à sa vie sexuelle, lui semble le plus souvent hostile. Il apparaît, structurellement, au centre de la rencontre des professionnels. Des pratiques de condamnation s'imposent à lui. La pensée du sexuel devient plus compliquée, évoque ce qui semblerait bien apparaître comme le sacrifice impliqué par l'injonction soignante et judiciaire. La particularité de celle-ci associe diverses pratiques et vise une bien improbable réhabilitation sexuelle. Si discours et pratiques se réclament de l'attention clinique à la psychopathologie sexuelle, l'enjeu se situe également au plus près de ce que recouvre la globalité de la notion orthopédique de traitement. 1. Ainsi, ce qu'a signifié le recours à l'acte d'agression sexuelle n'implique-t-il pas initialement de demande? Il s'agit pour l'agresseur clivé, impuissant, soumis à la rage, au désespoir, à la terreur, d'accepter une posture, à tout le moins ambivalente, un consentement, une injonction et une contrainte forte. Condamnation, expertise psychiatrique, maladie, psychothérapie peut-être, s'impose au sein de la mise en jeu et des modalités du dispositif de prise en charge. Le chapitre 1 regroupera le récit des sujets condamnés et soignés, leur histoire, leur souffrance, la rationalisation des symptômes, l'actualité du devenir de vie sexuelle caractérisé par un sentiment d'amputation. Des similitudes apparaissent. La description des faits, des passages à l'acte, celle aussi de la condamnation, met en exergue une impression de transformation, de perte pénalement ordonnée, aux conséquences objectivement, socialement et psychiquement redoutables. Le chapitre 2 développera une réflexion portant sur la réalité et le sens du traitement, ce qu'en perçoivent les sujets, comment ceux-ci sont constamment soumis à la pensée du risque potentiel. 2. Comment et pourquoi y a-t-il une spécificité d'un regard du soignant, acteur du dispositif, mais aussi dépositaire du droit, de la morale, de la médecine, et par là, essentiellement de l'injonction et de la contrainte? N'y aurait-il pas, évoquant le soin psychique, emprise et contrainte, contradiction, oxymore? Nous verrons qu'il y a complication, que la problématique du consentement est tout à fait centrale. Qu'elle transforme profondément objet et finalité du travail engagé. Chercher à préserver ce qui serait à proprement parler, de la psychothérapie, ne serait-il pas alors une recherche toujours inaboutie, peu à même d'entrevoir la logique du désespoir d'un condamné toujours soumis à la nécessité de fournir des gages, conformément à l'évolution comportementale attendue? Quelle possibilité, dans un cadre répressif, dans la logique d'un contrôle social approfondi, situer un mal-être difficilement objectivable? Comment, chez un sujet plus ou moins conscient de son symptôme, remanier sa vie sexuelle avec tout ce qu'elle implique au plan fantasmatique et inconscient? La parole permettrait-elle véritablement à celui-ci de s'en sortir, a priori? Assujettissement, contrainte, injonction pénale, domine, structure le dispositif, s'impose à l'éventuelle attente d'un sujet en souffrance et susceptible de se remettre en question. Dans un contexte où l'on s'interrogera sur sa capacité à entrevoir ce qu'il ne parvient plus à identifier de sa sexualité. Là où l'autorité coercitive de la logique pénale, l'inscription d'une stigmatisation sociale et psychique, pourrait amener d'insurmontables difficultés, peu susceptibles d'initier la mise en place d'un travail sur la subjectivation, le sexuel, la disparition de l'altérité. Comment associer stigmatisation, anormalité, carcéralité, probation, à ce qui se situe par ailleurs au plan d'une psychopathologie d'une certaine souffrance sexuelle à l'origine de l'intensité de passage à l'acte sexuel violent? 3. Comment analyser les effets de pratiques associant traitement et répression, des effets de discours à même d'occulter l'émergence d'une parole d'un sujet aux prises avec des difficultés d'expression affective, associative, verbale, essentielles? Le chapitre 3 prolonge et développe la problématique clinique.
L'institution du soin appliqué aux agresseurs sexuels est-elle à même d'écouter ce qui nous apparaît du domaine de l'improbable, voire de l'inaccessible? Comment le sujet agresseur sexuel conçoit-il encore le devenir de sa vie sexuelle, effectivement, compromise? Jusqu'où la spécificité de la prise en charge conserve-t-elle sa signification? Quelles sont ses limites? N'y aurait-il pas indétermination par rapport à la vie sexuelle de ce patient, confronté à ses affects et pulsions? Le schéma d'une relation soignante classique s'estompe, la relation clinique, éthique et transférentielle s'épuise. 4. Même si elle n'exclut certes pas l'effort théorique impliqué par la confrontation à de l'agir pulsionnel brut. La perspective évolue, la représentation normative de la sexualité, des comportements et ses corrélats s'impose peu à peu. Si ce qui s'institue, plus précisément une psychothérapie, nécessite l'appui de la psychologie et la psychopathologie, l'énonciation faite au patient bute sur ce qu'il apporte avec lui, son histoire, sa vie sexuelle. La relation vacille, la présence d'une symptomatologie limite met en échec ce qui se joue au plan de la soumission, mais aussi du corps sexué du patient agresseur sexuel. Effet de posture, de positionnement, contribuent à l'estompage d'une relation où le blanc ou bien le brouillage du discours du patient compromettent d'emblée ce que serait son point de vue, quant à son devenir, les divers aspects matériels, sociaux, affectifs, sexuels de sa vie future. Chapitre 1 Histoire, discours, symptômes et prise en charge de patients. Il y a chez l'agresseur sexuel une complexité, d'ordre psychique, dont nous savons que l'abord clinique, thérapeutique, judiciaire est particulièrement compliqué, difficile et ambigu. La rencontre du professionnel, thérapeute, clinicien, se situe bien au-delà des schémas de la relation classique de soins. Le sens qu'elle prend évacue au moins pour partie l'affect. Elle s'établit d'abord dans un cadre judiciaire où tout échange, toute relation clinique, toute dimension fantasmatique ne peut s'exprimer qu'à partir du codage pénal et de la sanction. Besoin et désir du sujet s'estompent. 5. Nous nous situons d'emblée dans un contexte de condamnation, à laquelle le sujet oppose fréquemment son déni. Incriminé à la suite de certains comportements sexuels criminels, il s'inscrit malaisément dans une relation interpersonnelle d'abord perçue comme contraignante, autoritaire, liberticide. Rencontrant des condamnés dans un cadre de recherche, indépendamment et parallèlement aux prises en charge en cours, terminées, interrompues, nous présentons la synthèse des discours de sujets agresseurs sexuels, 6. Qui, exposant leur point de vue, décrivent des contextes singuliers où l'environnement prend une signification extrêmement complexe. La généralité du codage judiciaire n'accède que partiellement à la compréhension des faits, dont l'objectivation s'estompe. À la recherche des raisons du passage à l'acte sexuel violent, la logique pénale s'éloigne de la prise en considération de la réalité intime, familière, silencieuse, de processus de pensée, ainsi que des transformations liées à la soumission à l'emprise du dispositif pénal. Le rôle du chercheur serait ici, selon nous, d'approfondir l'étude des conditions et de la signification de l'engagement par le praticien, d'une relation de terrain particulièrement complexe, d'en permettre la narrativité et l'interprétation, polyvoque et extensive. Dans ce qui constitue, il est vrai, une démarche, extérieure au cadre juridique et thérapeutique dominant, où se situe d'abord le patient. Notre passage du statut de praticien à celui donc de chercheur devient non sans difficulté, parfois peu maîtrisable, évidemment essentiel. Un étude de cas, Patrick. Patrick, 42 ans, cadre informaticien, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour des faits qualifiés en droit pénal de viol. Viol avec circonstances aggravantes commis sur une femme de 32 ans. Patrick est vu dans le cadre d'une peine de probation. Il a vécu dans une famille austère, rigide. Ses parents étaient âgés, il se sentait seul, perdu, littéralement écrasé. Il dit se souvenir de ne jamais eu la possibilité d'exprimer ses émotions. Il n'avait pas confiance, ressentait des impressions menaçantes. Il ne pouvait jamais parler de lui, ni demander quoi que ce soit. Sa mère ne l'aimait pas, ne lui accordait que peu d'intérêt. Les souvenirs relatifs à l'enfance restent pauvres, lacunaires. La jouissance sexuelle, le plaisir n'apparaissent pas de moments de joie, plaisir, satisfaction, au cours d'une enfance grise, sinistre, terriblement déprimante. Mon père ne s'intéressait pas du tout à moi, c'est clair. C'était un homme dont je ne savais rien au fond.
C'était une famille où il ne se passait pas grand-chose. Mais quand même, quelle tristesse, quel abattement. Maintenant, très longtemps après, je peux en parler comme ça, mes enfants, bien sûr que je ne rendais pas compte de ce que j'étais malheureux. Je ne parlais peu, presque jamais. Je n'avais jamais l'impression de pouvoir dire ce que je pensais vraiment. Je n'échangeais pas. J'avais l'impression que mes parents ne s'intéressaient pas du tout à moi. Mon père ne me parlait pour ainsi dire jamais, rien. Mais malgré tout souvent des reproches, des attaques voilées, insidieuses ou bien plus agressives, je n'en comprenais pas le sens, sauf que je pouvais décidément être quelqu'un de mauvais, de raté. J'étais très solitaire, anxieux, je ne parlais à personne, toujours replié sur moi. La mort de son père, alors qu'il était encore très jeune, fut éprouvée comme douloureuse, malgré tout. Décidément je perdais un père qui ne m'avait pas compris. Un départ inéluctable, tragique. Un mystère à tout jamais perdu, et c'était peut-être aussi de ma faute, s'il ne m'avait jamais aimé. Un cauchemar, une réalité aussi, en même temps. L'enfance fut, on le voit, essentiellement douloureuse. Les investissements affectifs nécessaires au développement manquaient. Un environnement familial carencé, vide et déprimant s'imposait, juste avant l'adolescence. C'est au cours de celle-ci que Patrick rencontre enfin quelqu'un qui s'intéresse à lui, une jeune voisine, avec laquelle il fera la révélation inattendue et surprenante de jeux sexuels, jusqu'alors inconnus. Âgé de 11 ans, Patrick découvre la transformation post-pubertaire de la réalité de son corps sexué. Je me rendais compte que j'avais grandi sans rien savoir du sexe. Cette fille s'occupait enfin de moi, je n'avais pas rencontré ma mère, au fond c'était elle, c'était étrange. À partir de là, je n'avais de cesse de me barrer, d'aller la voir dans une grange à côté de chez moi. Je n'étais plus seule. Ma mère n'en savait rien, elle ne voyait rien, ne remarquait rien. Cette rencontre inouïe de cette fille de 13 ans, Pascaline, est mon souvenir essentiel. C'est là que j'ai commencé à avoir une très forte attirance pour les jeunes filles, très forte, trop forte. Évoquant sa trajectoire sexuelle, Patrick nous explique que cette rencontre a bouleversé sa vie, son rapport aux autres, aux femmes. L'entretien nous confirme l'importance cruciale de celle-ci, son incidence future. J'étais triste, seul, malheureux, je m'ennuyais beaucoup. Cette aventure m'avait fait beaucoup de bien pourtant. Après, c'est devenu bien différent. Ma vie est pourtant restée vide, ennuyeuse, pas beaucoup de projets, toujours beaucoup de mal à rencontrer des gens, des amis, des femmes. Le souvenir de Pascaline m'avait marqué, mais je ne réussissais pas grand-chose dans ma vie amoureuse, sexuelle, dans ma vie tout court. Il a fallu travailler. Je suis entré comme technicien informatique à l'administration de l'Éducation nationale. Ennuyeux, triste malgré les vacances. Question finance, ça allait à peu près. En apparence, tout semblait bien se passer, mais dans ma tête, pas du tout. Pas de relation féminine, pas de relation sexuelle. La nostalgie, le souvenir obsédant de Pascaline qui traversait ma vie et mes pensées. La misère. Puis un jour je rencontre Emma, une voisine en fait. Je vivais tout près de chez elle, facile de la rencontrer, de la voir, de l'observer. J'allais chez elle de temps en temps, mais elle ne se rendait pas compte de l'effet qu'elle me faisait. Un jour j'ai essayé de lui dire, mais j'étais très mal à l'aise, extrêmement tendue, crispée, impuissant en fait. Petit à petit, elle a complètement envahi mon univers de vie. J'essayais bien de ne pas penser à elle, rien à faire, elle était toujours là dans ma tête, son visage, son corps. Toujours présente dans ma vie, présente ou absente, je la voyais de temps en temps, je n'allais plus chez elle. Un grand vide, un trop-plein. Je ne savais pas grand-chose de sa vie, si elle avait des amants. Je ne posais même pas de questions. Comme une force irrésistible, une évidence, le corps d'une femme rousse au teint clair et moi à côté. Elle qui commence à m'appartenir. Quand même, je lui parle de temps en temps. Elle ne semble pas s'y intéresser, ne pas comprendre. Mais bien sûr qu'il y a autre chose, les tabous que je pressens chez elle aussi, qui ne me résistera pas indéfiniment, peut-être bien. Elle me fait penser au plaisir, à l'intensité retrouvée de Pascaline. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.